Avec Ophélie, nous avons tout de suite su qu'on voulait des enfants ensemble. Quelques semaines seulement après notre rencontre, ça a été immédiat. Comme une évidence. On a rapidement commencé à se former, à lire des dizaines de livres et regarder des vidéos, intégrer des formations, des stages, bref. L'enfantement s'est posé au centre de nos vies comme une véritable passion commune. Il y a un petit peu plus d'1 an, nous avons sorti notre premier livre à ce sujet, Naissance merveilleuse. Un recueil de récits positifs autour de la naissance, qui nous a rappelé combien le corps de la femme et celui du bébé sont fantastiques. Nous avons donc souhaité rendre ces informations disponibles à travers un nouveau support, des vidéos, disponibles gratuitement et facilement pour le plus grand nombre. Nous étions prêts à commencer notre reportage sur la naissance quand nous nous sommes demandé « et avant ?» Qu'est-ce qui se joue avant l'accouchement ? Est-ce que ça a une importance pour l'enfant, pour les parents ? À partir de quel moment la grande aventure de l'enfantement commence ? Nous, qui n'avons pas encore d'enfants, sommes-nous pour autant complètement exclus du processus de mise au monde ? On a donc décidé d'aller à la rencontre des spécialistes du sujet. Notre caméra à la main, nous sommes partis sur les routes de France pour leur poser nos questions. La préconception, c'est quand le couple s'entend pour appeler un bébé, puis qu'ils se branchent ensemble à la fois dans leur relation de cœur, dans leur relation de vie, autant au plan matériel bien sûr, mais aussi dans leur relation sexuelle pour appeler l'âme de leur bébé. Et puis ça peut se faire bien longtemps d'avance, comme ça peut se faire quelques mois à l'avance ou même juste les 15 jours avant l'ovulation. Quand on parle de la naissance, des fois, moi je dis, oui, c'est vrai que la naissance est vraiment très importante, mais il y a tout un passé, hein. C'est très important, tout un processus. La naissance n'apparaît pas, c'est pas 24 heures comme ça, non, ça c'est un peu comme dans une sémence, que vraiment il y a tout un cheminement pour arriver à être une fleur, un fruit. C'est le même processus que ça nous arrive. La préconception, c'est se préparer à. Et c'est en quelque sorte, c'est un peu comme si vous allez à une fête, vous n'allez pas mal habillé, vous vous préparez. Donc il y a une attitude à avoir de préparation physique. Donc une des choses que les parents devraient faire, c'est de s'épurer physiquement, de ne pas concevoir un enfant étant trop intoxiqué. Parce que là, on prend des risques. Parce que les toxines, vous concevez un enfant en fumant, en buvant n'importe quoi, vous avez des chances que votre enfant, après, il en subisse les conséquences. Ça, c'est le plan physique. Émotionnellement, c'est pareil. Si vous concevez un enfant dans la peur et dans la colère, il va capter tout ça. Et l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est une éponge. Donc, toutes les émotions des parents et des gens qui l'entourent, il prend tout ça, lui. Donc, quand il n'est pas du tout... c'est pas un départ, c'est déjà la suite de moi dans lesquels il a absorbé beaucoup de choses. Quand Julie et moi on s'est rencontrés, on a travaillé beaucoup là-dessus, et puis on s'est même intéressé à ce phénomène qu'on appelle l'hypnose, qui permet effectivement d'aller travailler consciemment dans le subconscient. Et ça évidemment, ça a absolument tout changé. Et je me suis rendu compte, personne après personne, que les problèmes avaient commencé à la conception, à la période prénatale, au moment de la naissance ou dans la toute petite enfance, et c'est ça qui laisse les traces les plus fortes. Alors évidemment, je me suis dit, mais c'est super de pouvoir aider des personnes, de pouvoir les aider avec l'hypnose, c'est génial, on leur fait du bien, mais est-ce que ça serait pas encore mieux si on avait des adultes qui n'ont pas été traumatisés tout à fait au début de leur naissance? Évidemment, c'est pas rien d'accueillir un bébé. C'est pas anodin, c'est une entité à part entière, c'est un individu à part entière qui vient. Et on est censé l'accompagner. Et on commence déjà notre processus de maman avant même qu'il soit vraiment dans notre ventre. Donc ça s'accueille tout ça. Ça s'accueille, il faut prendre le temps, il faut cheminer. Et je pense que les choses se font aussi naturellement. C'est-à-dire que quand tout est prêt, le bébé arrive aussi. Il y a aussi beaucoup de couples qui ont du mal à avoir des enfants. Et ça arrive bien souvent aussi qu'on dise au couple, mais on ne sait pas ce qui bloque en fait dans votre corps et tout a l'air de fonctionner. Et pour monsieur et pour vous madame, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, parce qu'on ne prend pas en considération tous les plans. Il n'y a pas que le plan physique, quoi. C'est pas qu'une histoire d'ovaire qui fonctionne et
et d'utérus et la nidification, etc. C'est pas que ça. Et spermatozoïdes vaillants, pas du tout. Donc évidemment qu'il y a plein de choses qui se passent sur plusieurs plans. Donc moi j'ai envie de dire, d'abord essayez de vous sentir bien avec vous-même et d'aller explorer qui vous êtes, vos sensations, votre bonheur, quoi. Être heureux pour accueillir un enfant, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, hein, au départ. D'être conscient que voilà, c'est important que moi je sois, que je cherche pas un bébé pour compléter un besoin, mais plutôt parce que j'ai envie de l'accompagner sur son chemin. Quelles sont les intentions par rapport à la création, pour essayer de vraiment savoir ce qui motive les personnes. Pour moi, c'est important de passer par là parce qu'il y a tout un processus d'intention, de voir s'il n'y a pas des bébés qui vont faire des bébés tampons dans un couple. On va voir s'il n'y a pas je veux des enfants aujourd'hui parce que avoir des enfants aujourd'hui, ça veut dire mes parents ont eu des enfants à cet âge-là et du coup je sens l'importance pour moi d'avoir des enfants parce que c'est dans la lignée. Voilà, c'est vraiment d'abord tout un dialogue pour voir pourquoi des enfants. Est-ce que ça vient d'un vrai besoin du cœur, un vrai partage de j'ai un couple qui est dans l'amour et j'ai envie de faire venir quelque chose et de co-créer quelque chose qui vient de mon couple à avoir des enfants, ou est-ce que c'est vraiment remplir un vide en fait? Donc souvent déjà ça peut révéler beaucoup de traumatisme. Donc il y a toute une partie où on discute par rapport aux traumatismes qui ont pu être vécus, se rendre compte qu'il y a certaines femmes qui veulent avoir des enfants, mais pas parce qu'elles veulent avoir réellement des enfants, mais parce qu'elles cherchent à combler des choses. Donc déjà c'est d'avoir ces prises de conscience-là, de savoir de quel endroit ça vient. D'où est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui est élevé ou est-ce que c'est quelque chose que je cherche à remplir à travers une grossesse? Ensuite, il y a une partie de nettoyage, de voir aussi ce qui s'est passé. Souvent, les femmes, quand elles ont eu des FIV ou beaucoup de fausses couches, ça laisse des traces en fait. Ça laisse des traces dans le corps, ça laisse des mémoires dans le corps. Et ces mémoires, elles peuvent empêcher les femmes d'avoir des enfants. Donc il y a aussi tout un historique à faire avec les femmes, de voir tiens, qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des pathologies? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Est-ce qu'il y a eu voilà, l'histoire de vie en fait, ce qui permet aussi d'avoir une bonne idée de comment est-ce qu'elles abordent leur envie de grossesse. Il est important pour moi aussi de rassurer les parents pour lesquels voilà, ce chemin prend du temps, parce que cette phase préconceptionnelle peut être longue, avec des fois des difficultés d'attendre voilà, cet enfant qui n'arrive pas encore, avec tous les traversées émotionnelles qui peut y avoir lieu quand le désir d'enfant est là, qui n'arrive pas de suite, tout ce que ça fait cheminer à l'intérieur de soi, les doutes, les questionnements, les peurs qui sont là, et que parfois voilà, ce parcours il est nécessaire pour l'âme pour se préparer à venir, et aussi les parents pour se préparer, cheminer à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir vraiment être prêts à accueillir cet être. Donc ça veut dire quoi ce cheminement? Ça peut être autant d'un point de vue physique, physiologique, au niveau corporel, c'est-à-dire comment je me prépare à accueillir la vie, comment je me prépare en tant que femme pour pouvoir préparer ce nid le plus douillet possible. Donc quelle conscience je mets dans ma vie, l'hygiène de vie que j'ai, l'alimentation, comment je prends soin de moi, comment je prends soin de mon corps, comment j'honore mon corps. En naturopathie, ce qu'on voit, c'est que ce qui est important, c'est de nettoyer l'organisme en fait avant de vouloir procréer. Aussi bien au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme, c'est important donc de drainer l'organisme et de le reminéraliser. Donc pour ça, on a toutes sortes de plantes. Moi, j'aime bien travailler avec l'artichaut et le chardon-marie, qui sont deux plantes qui drainent le foie. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu le fonctionnement. Donc en fait, on a 5 émonctoires dans l'organisme. Donc le foie, c'est le plus important. Et donc il y a aussi les reins. Donc eux, c'est plutôt au niveau ils vont drainer au niveau des liquides. Il y a l'intestin, qui est aussi un émonctoire. Et donc ça, ce sont les 3 émonctoires primaires. Et donc il y a 2 émonctoires secondaires, donc que l'organisme va utiliser en cas d'engorgement des 3 premiers. Donc il y a les poumons et il y a la peau. Malheureusement, la femme va utiliser le bébé, donc le fœtus, le futur bébé, elle va l'utiliser comme émonctoire. Donc si elle a beaucoup de déchets en circulation dans son corps,
il y a une grosse partie de ces déchets qui va se retrouver au niveau du corps du bébé. Il y a cette phase de nettoyage et il y a aussi, il faut faire une phase de reminéralisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va apporter à l'organisme beaucoup de minéraux qui vont permettre, donc des minéraux et des vitamines, notamment par exemple via une cure de jus, on peut faire ça, ou via une cure d'algues, enfin il y a plein de choses, via une cure de sérum de Quinton, qui permettent en fait à l'organisme de se recharger en minéraux et en vitamines. Donc pour moi, la mère et le père, c'est important qu'ils mangent le plus bio possible, le plus local possible et donc le plus frais possible. Il y a aussi quelque chose de très important, ce sont les huiles. Donc pour moi, donc les huiles végétales. Donc très important d'avoir un apport en huile végétale. Je vais en citer quelques-unes. Donc par exemple l'huile de lin qui est très riche en oméga 3, qui pour moi sont essentiels pour la maman et pour le papa. En Europe, on en manque énormément, donc c'est important de complémenter. Donc il y a l'huile de lin qui est très riche, éventuellement l'huile de chanvre, l'huile de caméline qui est pas très connue, mais qui est une très bonne huile, très riche en oméga 3. Tiens, là j'ai envie de faire un jeûne, j'ai envie de prendre soin de moi, on va changer l'alimentation, on va arrêter par exemple de fumer, ça peut être l'homme ou la femme qui va se mettre à arrêter de fumer. On choisit de sortir du cadre de vie dans lequel on était, on choisit de déménager pour être dans un espace qui peut être peut-être plus sain. Si j'arrive pas à avoir des enfants aujourd'hui, soit par FIV, soit naturellement, c'est peut-être qu'il y a des tensions, des mémoires corporelles qui font que ça empêche la venue d'un enfant, voire le fait, peut-être même des fois il peut venir et ne pas rester en fait. Donc il y a tout ce travail mécanique à aller voir, position du bassin, du sacrum, du petit bassin, est-ce qu'il y a des tensions dans les ovaires, est-ce qu'il y a des tensions dans les trompes, est-ce que la position de l'utérus elle est ok? Est-ce qu'il y a des tensions au niveau du système nerveux autour? Donc il y a toute cette partie très mécanique, on va dire, qui est propre à l'ostéopathie. Et il y a différents ensuite degrés d'observer le corps. On peut aussi aller observer le corps sous forme fluidique. Est-ce que au niveau de la circulatoirement ça fonctionne? Est-ce qu'un utérus va être bien irrigué en sang? Est-ce que les ovaires sont bien irrigués? Est-ce qu'au niveau fluidique ça fonctionne? Il y a aussi toute une observation du corps qui peut se faire sous le regard hormonal, de voir si le système hormonal est harmonieux, voir s'il n'y a pas de dysfonction dans la communication entre les différentes glandes, entre hypophyse, entre glande pinéale, entre thyroïde, thymus, les gonades, les surrénales. C'est aussi observer s'il y a une cohérence au niveau du corps. Ce qu'on vise en ostéopathie, c'est de la mobilité, c'est de donner de la mobilité au corps. La plupart du temps, le corps va se figer quand il y a eu des traumatismes divers et variés. Ça peut être des chocs, ça peut être des histoires de vie, ça peut être une alimentation, ça peut être l'extérieur, ça peut être... les causes sont hyper variées en fait. Et le but, c'est d'aller voir dans les tissus, quels sont les tissus qui, parce qu'il y a eu une agression, refusent la vie et se figent. Et il peut y avoir aussi toute une partie psycho-émotionnelle, en lien avec des blessures du passé, je sais pas, par exemple s'il y a eu des abus, s'il y a eu des violences de fait, c'est aussi pouvoir accueillir ces violences, les revisiter en les accueillant et en transformant ce qui s'est passé de manière à ne pas laisser de mémoire pour le nouvel arrivant en fait. S'il y a eu pareil des fausses couches, il y a beaucoup de femmes qui viennent qui ont fait des fausses couches et qui n'ont pas pu faire le deuil de ces êtres-là, en fait, qui sont venus, parce qu'on leur a pas proposé à la maternité, parce qu'elles ont été endormies et qu'à 4 mois on leur enlevait avec des forceps et qu'elles ont jamais vu le fœtus, ou pour plusieurs raisons. Donc il y a aussi tout ce travail qui peut être fait de deuil, de proposer des petits exercices simples, de proposer, de faire symboliquement, par exemple, de créer quelque chose qui va représenter le ventre de la mère et de mettre quelque chose qui va représenter le fœtus et de lui parler, de le nommer, de nommer ce fœtus qui est venu et de lui rendre hommage parce que c'est une vie qui même si elle n'est pas incarnée pleinement, elle a décidé de venir dans ce corps-là. Donc il peut y avoir aussi ce genre de travail de faire des sépultures, en fait, de ritualiser la mort des prédécesseurs pour que les nouveaux arrivants arrivent.
il y a aussi tout ce pan-là qui est intéressant à voir, parce que souvent, en fait, il y a des mémoires qui restent. Et c'est comme si le nouvel arrivant, il n'était pas OK de rester dans un corps avec plein de mémoires, quoi. Parfois, il y a des frères et sœurs aussi, en parler à la famille, de dire « Ah bah avant vous, il y avait eu un petit frère ou une petite sœur ». Et simplement poser des choses, c'est aussi accueillir la tristesse qui était là et qui n'a jamais pu être vraiment accueillie, regardée, ou la colère. Simplement accueillir les émotions qui sont là, dans le corps, qui se sont figées dans le corps, les regarder, les embrasser et les relâcher. Et bah ça, des fois, ça suffit simplement, en fait, à faire le travail. Il y a un truc aussi qui est important pour moi, c'est pourquoi est-ce que tu veux avoir un enfant et pourquoi ça vient pas? Est-ce que c'est le bon moment? Si je fais complètement confiance à la vie et que la vie nous emmène à chaque instant les cadeaux dont on a besoin, y compris ceux qui nous semblent pas être des cadeaux et qui nous semblent être du poison, peut-être le fait de ne pas réussir à avoir un enfant maintenant, ça va permettre beaucoup de choses dans un couple. Ça va faire travailler sur le positionnement de chacun, sur la persévérance, sur la confiance. Peut-être que ça va créer la communication qu'il n'y aurait pas eu autrement. Et c'est peut-être même dur ce que je veux dire, mais peut-être même quand il y a des fausses couches, ou quand il y a des êtres qui choisissent de venir s'incarner un temps et de repartir, de ne pas rester pour toute une vie, peut-être que ça aussi c'est des cadeaux. Ça va vous faire avoir des conversations que vous n'auriez jamais eues sinon. Peut-être que ça va vous faire réfléchir à l'importance de la vie et à préparer l'espace différemment pour le prochain ou la prochaine. Et que c'est des choses que vous n'avez jamais eues si moi j'étais pas venu. C'est pas pour rien que parfois, certains couples, ça dure un certain temps, qui passent des fois par des parcours d'aide à la procréation, des moments des fois assez difficiles de traverser, et que c'est au moment où il y a un grand changement dans leur vie, un changement professionnel, un changement de vie, que là, l'enfant va arriver. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui va basculer, qui va permettre d'être dans une fréquence qui va être peut-être plus propice pour cet être, pour cette âme, pour venir s'incarner. Et donc de pouvoir aller cheminer sur son histoire, sa petite fille intérieure, son petit garçon intérieur, mais aussi l'histoire de sa famille, l'histoire transgénérationnelle va permettre d'une certaine façon d'aller transformer l'énergie nocive, d'aller transformer le poids, ou les fardeaux, les empreintes, les voiles, c'est des mots différents pour parler de la même chose qui sont là inscrits en nous. Et comment, en cheminant à l'intérieur de nous, en cheminant sur notre histoire, la relation à notre mère, à notre père, notre histoire de naissance. C'est vraiment des éléments qui vont être essentiels, en tout cas, pour pouvoir, en tant que parent, accueillir un enfant. Vraiment, avec du recul, je me rends compte que plus on va cheminer avant que l'enfant soit conçu, plus on va permettre que la grossesse se déroule le plus facilement possible, le plus physiologiquement possible, et la naissance également. Un rituel que les femmes peuvent faire, il y en a plein par rapport à la préconception. Les femmes, les couples aussi, hein? Le couple, idéalement, c'est le couple qui le fait ensemble. Ils peuvent dresser un autel dans leur maison, un petit autel, où de temps à autre, ils vont passer, allumer une chandelle, écrire un petit vœu, un petit message à l'enfant, dire voilà, j'espère que tu vas venir ce mois-ci, j'ai vraiment hâte de te rencontrer, ou juste lui parler de la vie, puis de dire ok, si tu viens, je t'avertis, on est une famille qui est très dynamique, puis ça parle fort, donc tu dois être prête à ce que ça parle fort, ou ici on aime ça danser, alors j'espère que tu aimeras danser, ou des petites pensées comme ça, toutes simples, sans se mettre d'attente trop irréel. Comment se préparer aussi pour amener de la conscience au niveau de la conception, concevoir en conscience, concevoir de façon sacrée. Alors ça peut sembler un bien grand mot, et que c'est déjà peut-être tout simplement être dans un espace d'amour, et sans spécialement ritualiser ce moment-là par des bougies, une musique, des odeurs, et quoique, pourquoi pas, mais en tout cas, amener déjà de la conscience dans quel espace on se met pour se rencontrer. Ça peut se vivre aussi avec simplicité, on n'est pas toujours obligé aussi de mettre les mots de sacré, de conscience, mais de vivre aussi cet état d'être dans la simplicité. Mais la vie, elle a bien fait les choses. C'est-à-dire que si l'âme, elle arrive avant que cette phase préconceptionnelle ait été vécue largement, ou ait mis du sens, de la conscientisation, et que les parents accueillent l'être, et que cette phase préconceptionnelle a été vécue, je dirais,
très vite ou sans spécialement mettre de la conscience parce que cet enfant s'est invité, cette âme est arrivée assez vite, et bien la vie va permettre bien sûr que les 9 mois de grossesse vont être l'occasion de pouvoir aller aussi mettre de la conscience sur ces différents espaces-là de soi, que ce soit de la conscience dans son corps, comment on va prendre soin de soi, quelle nourriture on va donner, quel carburant on va donner bien sûr à l'être qui grandit, qui se construit. Culpabiliser, ça sert à rien. Parce qu'en général, culpabiliser, ça sert surtout à nous maintenir dans le comportement justement pour lequel on se sent coupable. Donc c'est vraiment pas une très bonne politique. Mais on y passe tous, hein, on fait tous des moments de culpabilité. Et vous savez, d'abord les enfants sont extraordinairement intelligents, ils entendent ce qu'on va dire. Et si une mère va rencontrer son enfant et elle lui dit, tu sais, la façon dont tu as été conçu, bon, c'était peut-être l'univers qui voulait que ça soit à ce moment-là, mais c'est vrai que bon, pour nous, on trouve pas qu'on a fait ça de façon idéale. Mais tu sais, c'est pas grave, on t'aime de tout notre cœur, on t'aime de toute notre âme, et il y a vraiment aucun souci. Tu vas voir, ta vie va être absolument magnifique. Nous sommes heureux de nous constater pleinement inclus dans le processus de mise au monde. De confirmer que cette magnifique aventure ne commence pas uniquement avec les barres positives d'un test de grossesse. Après la joie de cette révélation, de nouvelles questions sont arrivées. Que se passe-t-il une fois que la graine s'éveille? Pendant ces 9 mois d'éclosion, de vie, de changement, de transformation profonde pour l'enfant, le corps de la femme et le statut de cette famille naissante. Quelles sont les étapes clés de la grossesse? Les 9 mois de grossesse, c'est aussi pour réaliser que tu es enceinte et que tu vas avoir un bébé. Il y a vraiment des étapes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont nécessaires. Tu as la physiologie de la grossesse, qu'on connaît, 1 mois, 2 mois, le premier trimestre, ce qui se passe, les échographies, les prises de sang. Ça, ok, on connaît grosso modo. Mais toute cette grossesse psychique, cette grossesse énergétique, cet accueil, cette transformation vraiment dans le couple, dans la famille, tout est un peu bouleversé. Pas forcément dans le mauvais sens, hein. Mais du coup, tout ça, ça s'accueille. Et puis, si on n'identifie pas forcément, on ne sait pas trop pourquoi on est bousculé à certains moments et ce qui se passe. Donc, ça peut être intéressant de bien s'entourer, d'avoir ces connaissances-là. Le premier trimestre de la grossesse est assez important et c'est un peu ingrat socialement parce que socialement, on ne voit pas trop la grossesse. Le ventre n'est pas forcément arrondi. Pourtant, la maman, elle ressent plein de choses. Effectivement, il y a l'adaptation du corps au niveau des hormones. Elle est un peu chamboulée. Effectivement, il peut y avoir les maux de grossesse classiques qu'on connaît, les nausées, vomissements, vertiges, fatigue, etc. Et parfois, chez certaines femmes, c'est même nécessaire et amplifié parce que pour elles se disent « moi, je suis sûre que je suis enceinte ». Même si c'est pas tout à fait conscient, elles se disent « mais moi, je suis enceinte ». C'est bon, il y a le bébé en fait. Toutes ces nausées, c'est cool parce qu'il y a le bébé. Alors, elles disent pas « c'est cool ». Mais une partie d'elles dit « c'est cool ». Parce que je sais que je suis enceinte. Et ensuite, il y en a d'autres, effectivement, qui ont du mal à accepter cette grossesse et qui ont besoin de ressentir des choses dans leur corps. Donc, si tu veux, les maux de grossesse, c'est pas uniquement qu'une adaptation hormonale, c'est aussi, ça fait partie du processus psychique. Est-ce que j'ai besoin de valider qu'il y a une grossesse? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter mes maux de grossesse pour ressentir cette grossesse? Voilà. Et est-ce que le corps a besoin aussi de nettoyer des choses, tu vois? Parce que le fait d'avoir des nausées ou même de vomir, parfois le corps, spontanément, naturellement, il fait très bien les choses, enfin, pas que des fois, tout le temps. Et donc le fait de vomir et peut-être d'éliminer des choses, des toxines ou je ne sais quoi, tu vois, il y a du nettoyage qui se fait aussi. Donc c'est un processus qui est à nouveau normal, physiologique, tant que c'est pas excessif et tant que la mère supporte aussi. Et je pense que ça prépare aussi à la naissance, figure-toi, parce que de ressentir des contractions, c'est des sensations nouvelles. Est-ce que je les accepte ou est-ce que je lutte? Et dès le premier trimestre, c'est pareil. Mon corps change, je sens des modifications, et j'accepte ou je lutte. Et déjà, tu travailles là-dessus, tu vois. C'est bien fait. Ce premier trimestre de la grossesse, qui est souvent celui finalement qui demande peut-être le plus d'énergie. Pour les femmes, souvent les femmes sont très fatiguées dans cette phase-là. Et moi-même, pour l'avoir vécu, je me disais, mais c'est quand même impressionnant d'être aussi fatiguée, d'atteindre des états de fatigue et de niveau d'énergie si bas, alors que cet être, il est si petit, il se voit même pas. Je me dis, il y a quand même
un décalage vraiment entre en tout cas, dans mon regard mental, je me dis quel décalage il peut y avoir entre le développement de sa tête qui est si petit et en même temps l'énergie que ça demande. C'est très petit, mais c'est tout formé. Il y a tous les organes, il y a tout emplacé. Et après, c'est seulement vraiment une croissance. Alors, je dis, et 8 semaines, est-ce qu'on a conscience vraiment de ces 8 semaines? La société l'a conscience? La femme fait une sorte de double travail. Donc, elle construit un embryon, elle construit un placenta. Donc, c'est pour ça que, entre autres, que c'est si exigeant au niveau physique. Les symptômes sont souvent très exacerbés et la fatigue, les nausées, etc., les hormones qui sont abondantes, changements dans tout le corps parce qu'au niveau énergétique, tout est en train d'être redynamisé pour cette nouvelle mission qui est de créer la vie et de devenir mère. Et puis, c'est vraiment quand le placenta prend la relève, puis nourrit le bébé autour de 16 semaines environ. Alors là, la mère, elle va expérimenter un changement au niveau de son énergie. Tranquillement, elle va être moins fatiguée, elle va avoir un peu moins de nausées. Et plus les semaines vont passer, plus elle va retrouver un meilleur dynamisme dans son énergie vitale de femme enceinte. Et ça, c'est parce que elle est plus en train de nourrir la construction d'un embryon et d'un placenta. Elle nourrit le placenta nourrit le fœtus. Pour moi, au niveau de la grossesse, c'est important d'apporter des vitamines, donc éventuellement faire des cures donc comme je disais tout à l'heure, des cures de jus. Il faut que la femme écoute ses besoins. Donc par exemple, moi j'ai eu pas mal de végétariennes, mais elles avaient envie de viande, par exemple. Donc il faut vraiment qu'elles écoutent leurs besoins. Par exemple, quand Ophélie était enceinte, il y a eu des moments où elle a eu envie de poisson, de choses comme ça. Il faut vraiment pas hésiter à écouter ses envies parce que si on a besoin, enfin si le corps nous donne ce signal-là, ces envies-là, c'est qu'il a vraiment besoin de quelque chose de spécifique. Il y a des femmes qui vont me dire j'ai juste envie de manger de la junk. Puis c'est souvent les filles les plus grano que je connais. Elles n'ont pas envie de manger une salade de kale, elles n'ont pas envie de manger des trucs super santé comme elles font d'habitude. Dans ce cas-là, elles s'écoutent, puis elles se payent une bonne poutine. Après, elles reviennent à la salade de kale. Ouais, finalement, j'ai eu ma poutine du premier trimestre. Mais bref, écoutez vos envies. Moi, je pense que on a tellement nausé au premier trimestre que si on a envie de manger un truc qu'on n'a pas mangé depuis des années, puis qu'on sent que ça va nous faire plaisir, ben on le mange, puis c'est tout. Puis après, on revient à notre alimentation plus habituelle. Dans mon expérience à moi, j'ai remarqué que ce que la maman autorisait, la place qu'elle autorise au papa, ça joue beaucoup aussi. Si je ressens mon bébé bouger, je mets mes mains sur mon ventre, je le sens bouger, je peux garder ça pour moi. Sinon, je peux dire « Chérie, viens tout de suite, mets ta main, sens !» Mais non, je sens pas. Mais non, attends, regarde. Et puis lui montrer, lui expliquer des sensations, etc. Tu l'inclus d'une certaine façon et tu lui permets de tisser un lien encore différent. Mais ça, je pense qu'il y a une grosse part de la maman qui, dans son autorisation à l'autre, à une tierce personne de venir. Il y a ce fameux duo, bébé-maman. Et puis, voilà, est-ce que j'accepte qu'il y ait un trio? Est-ce que j'accepte que le papa vienne? Comment je l'invite? Quelle place je lui laisse? Bien sûr, après, il y a la place du papa, ce qu'il a envie d'occuper. Mais si toi, déjà, t'ouvres pas ta porte, il peut même pas choisir, si tu veux. Il se retrouve à une porte fermée et il se dit, voilà, on va attendre que ça passe, on va voir les échographies, je vais peut-être me rendre compte qu'elle est enceinte comme ça, etc. Mais concrètement, tu peux très bien faire sentir au papa dès le début, vraiment dès le début, qu'il est là et qu'il peut tisser le lien. Mais c'est vraiment une sorte de porte ouverte. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme? Moi, de mon côté. Et après, le papa décide aussi, bien sûr, chacun son chemin. En général, les bébés ont très envie de dialoguer avec les deux, quand même. On a toujours parlé à Gaspard tout au long de la grossesse, beaucoup de musique, beaucoup de musique, beaucoup de guitare.
J'étais très sensible déjà quand Sam jouait de la guitare, quand il chantait. Et aujourd'hui, Gaspard, il n'y a pas une journée qui passe sans réclamer la guitare, quand il a besoin d'entendre son père chanter. Quand des fois, voilà, quand il y a deux soirs là, il a eu un moment compliqué en pleine nuit, il s'est réveillé en pleurant, tout ça, et puis impossible de le calmer, impossible de... Enfin vraiment, et puis la guitare était... Quand une fois magique, c'est un peu notre petit outil. Ouais, il adore. C'est vrai qu'il est très musical. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir beaucoup, mais même toi, je me souviens, tu dansais, tu mettais... Enfin, il y a tout le temps de la musique chez nous depuis toujours, mais particulièrement pendant la grossesse, on a voulu vraiment lui montrer que notre foyer, c'était un foyer heureux, et pour nous, ça passait par la musique aussi, quoi. Ça a été le projet d'accouchement qui m'a pas mal permis de m'investir. Après, voilà, moi j'ai essayé au maximum de la soulager sur tout ce qui était... parce qu'au final, c'est quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de dossiers médicaux, même si... Enfin, encore plus quand on fait un accouchement à domicile, parce qu'il y a certaines assurances par rapport à la sage-femme, elle a besoin d'être sûre que tout va bien et tout, donc on a encore plus d'examens médicaux et tout, donc moi je me suis un peu occupé de ça pour essayer de la soulager au maximum. Et après, effectivement, la musique, lui parler, les massages, je me souviens qu'on faisait beaucoup de... Tous les soirs, on faisait un petit massage, parce que bon, ça, au bout d'un moment, sur le dos, ça pèse et tout, et ça te faisait du bien, je crois. Ouais. Et donc voilà, moi je me suis investi comme ça, et j'étais très content de... Bon, c'est vrai que j'avais encore à ce moment-là la fac et tout, donc c'était pas tout le temps facile d'être là physiquement, mais on essayait de toujours être connectés tous les deux, par la pensée au moins, quoi. Le meilleur conseil que je puisse donner, je pense que déjà, c'est la communication au sein du couple. D'exprimer ce que chacun traverse, les peurs, les joies, les difficultés, en fait, de ne pas garder les choses pour soi, et surtout pour la maman, parce que garder les choses pour soi, ça veut dire les enfermer dans son corps, ça veut dire que bébé va être en relation avec, plus que si elle les exprimait. Des fois, il y a des peurs de dire si je dis ça, ou si je ressens ça, et que je le montre, mon enfant il va le sentir. Mais en fait les enfants ils sentent déjà tout. Donc autant nommer les choses, les sortir au grand jour, mettre de la clarté, pour que, en fait, plutôt que de garder les choses qu'on n'exprime pas, les laisser être au grand jour, ça évite de pourrir. C'est comme si on laisse des trucs dans le frigo, quoi. Au bout d'un moment ça pourrit. Et bah, c'est pareil pour les choses non dites. Si on les garde à l'intérieur, au bout d'un moment ça pourrit. Et du coup les enfants ils peuvent sentir ça. Donc autant libérer. Donc je dirais communication. Il ne s'agit pas en fait d'empêcher le couple de se disputer. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent on ne doit pas se disputer parce que le fœtus entend tout. Néanmoins, on peut apprendre à communiquer les émotions sans passer par la phase d'agresser l'autre, ni la phase de s'écraser soi-même. C'est apprendre vraiment à communiquer avec la voix de l'âme, apprendre à révéler ses plaintes, ses insécurités, avec une voix aussi paisible, aussi rassurée. Parce que l'enfant entend tout ça, et l'enfant, il sera lui-même plongé dans une planète, dans un monde où il y aura des disputes, dans un monde où il y aura des déchirements. Donc c'est pas lui éviter par tous les moyens les tiraillements qu'on a à faire, mais c'est à pouvoir s'exprimer de manière douce, avec du respect l'un pour l'autre, et en rassurant même le fœtus en posant la main sur le ventre. Regarde maman, elle a quelque chose à dire avec papa. Ça va lui faire des émotions, mais si nous ne passons pas par nous exprimer, nous n'allons pas y arriver. Maman t'aime, papa t'aime, mais on est juste en train de traverser un moment difficile à cause de telle et telle chose. Et l'enfant ne va pas le prendre personnellement. Et c'est la construction de toute votre relation ensemble, pour tout au long de la vie. Et l'enfant, il veut savoir que maman lui dit la vérité. Et peut lui parler cœur à cœur. Les mamans, après, quand elles ont une fille de 13 ans qui veut sortir, elles commencent à dire « Ouais, maman, je ne fume pas, mais elle fume. » Le début de cette relation commence dans le premier trimestre. Est-ce que maman, elle est honnête avec le bébé? Comment elle veut que le bébé, soit honnête avec elle si elle a donné l'exemple de ne pas être honnête?
pour qu'une mère soit constamment dans des belles imaginations, est-ce que ça ne serait pas bien si l'entourage faisait en sorte qu'elle soit bien, qu'elle soit confortable, quand on lui met de la musique, que ça ne soit pas une musique épouvantable à tout démolir, qu'on arrête de lui parler de catastrophes, ou qu'on arrête de lui parler de naissances terribles qui se sont passées, mais qu'on l'entoure. Et le père a un rôle très important dans ce domaine-là, de dire excusez-moi, vous êtes très gentil avec vos histoires épouvantables, mais mon épouse, elle, sa naissance va être un petit peu différente de ce que vous êtes en train de nous raconter, et j'aimerais mieux que vous n'alliez pas parler de ça ici. Voilà. Et si ça les contrarie, tant pis pour eux, parce que ces choses-là sont véridiques. On peut véritablement, en racontant des histoires toxiques à quelqu'un, on peut influencer défavorablement le résultat. Il ne faut pas non plus en faire un drame, parce qu'un jour on a vu un truc à la télé, hein, c'est pas la question. Mais c'est sur le long terme, c'est les choses qui s'accumulent. Souvent pour les femmes qui ont eu 1, 2 FIV, qui ont tenu 2, 3 mois et où il y a eu des fausses couches, en fait ces femmes-là, quand elles sont à nouveau enceintes, il y a à la fois la joie d'être enceinte et à la fois la peur de perdre les enfants qui sont là. Et ce que j'ai observé, c'est que souvent on les invite à pas trop en parler autour d'elles, de vraiment garder ça presque comme un secret, de ne pas trop se réjouir. Et moi j'invite à faire l'inverse en fait, d'accompagner au maximum et d'en parler. Ok, je suis enceinte et j'ai peur, mais c'est pas parce que j'ai peur de perdre cet enfant que je vais m'empêcher de l'aimer, et du coup de pas vraiment accueillir la vie. Et ne pas accueillir la vie, ça veut dire ne pas rentrer en conscience, en relation avec le nouveau-né. Si tout d'un coup je commence à poser la main sur mon ventre et à simplement dire bonjour, écouter ce qui se passe dans mon ventre, être à l'écoute en fait, il y aurait un risque. Donc souvent les femmes, c'est comme si elles laissaient venir jusqu'à ce qu'il y ait 5, 6, 7 mois, et puis ok, là ça va le faire. Et qu'elles attendaient jusque là pour vraiment rentrer en relation avec la vie en elles. Du coup, il y a cet accompagnement-là qui vient souvent, ok, maintenant que la vie est là, on va l'accueillir, on va lui laisser de la place, ça veut dire peut-être parler tous les jours avec, ou simplement sans parler, être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Au 2e trimestre, l'énergie revient, donc c'est le temps là, si on a envie de s'inscrire à un cours de yoga ou de faire du yoga en regardant des tutoriels YouTube, de commencer peut-être à faire un journal si on n'a pas déjà commencé en préconception, pour écrire à notre bébé, écrire comment on se sent, puis voilà, se faire du bien, prendre des bons bains, s'acheter une robe si on veut, avec la bédaine qui grossit. Au 2e trimestre de grossesse, bien souvent, la maman a beaucoup d'énergie. Plus, elle a quitté le 1er trimestre où elle a réalisé quand même que le test était positif, que les hormones de grossesse, du coup, son corps a réussi à s'adapter. Donc les 3 premiers mois sont passés. Donc si tu veux, elle est plus dans quelque chose de socialement, je suis enceinte, là, les gars. Regardez mon beau ventre. Là, on est contente, on a plein d'énergie. Du coup, on sent mieux, puis on a envie d'explorer cette grossesse quand même. Majoritairement, c'est comme ça, pour la majorité des femmes. Donc, c'est un bon moment. En général, le 2e trimestre, on le vit assez bien. Et le papa, lui, il sent beaucoup mieux son bébé bouger aussi. Quand il pose les mains, c'est encore plus net pour lui. On peut faire aussi de l'autonomie, des séances de préparation. On est beaucoup plus actifs autour de cette grossesse, entre guillemets. En fait, il y aurait 3 choses simples qu'un papa peut faire sur une femme enceinte, qui sont 3 positions de main qui sont hyper bénéfiques en fait, des choses qui peuvent être utilisées tous les jours et qui font beaucoup de bien. Tu voudrais qu'on les montre ? Peut-être on pourrait les montrer, ouais. La première, c'est ici, on a ce qu'on appelle le plexus solaire, qui est juste un peu en dessous le sternum. Je vais venir mettre ma main ici au niveau du plexus solaire, et dans le dos, je vais mettre ma main au même endroit, en face de la première main. Et puis, ce que je vais imaginer, c'est que je fais un pont entre mes 2 mains. Comme si je pouvais faire circuler de la lumière entre mes 2 mains. Puis je peux rester là 1, 2, 3, 4 minutes. Et le but, c'est d'être là, vraiment en présence, à l'écoute de ce qui se passe.
simplement. Ça, c'est super chouette parce que ça vient apaiser à fond tout ce qui est émotionnel. Ça, c'est pour la première prise de main. La deuxième prise de main, je vais venir mettre une main au niveau du sacrum, que je pose comme ça sur le sacrum, et une main au niveau de la nuque, à cet endroit-là. C'est bien, vous pouvez faire ça allongé, dans le lit, il n'y a pas forcément besoin d'une table. Hein. On le fait sur la table parce qu'il y a la table, mais... Et puis c'est la même histoire. Je mets mon cœur dans mes mains. Je mets toute la douceur dont je suis capable dans mes mains. Simplement aider à circuler, en fait. Mettre en lien. Mettre en lien ce qui se passe au niveau du sacrum en bas, avec ce qui se passe au niveau de la gorge aussi. Donc ça peut aussi être mettre en lien ce qui se passe au niveau de la thyroïde et de ce qui va se passer au niveau des gonades. Et la dernière... Hop, on va mettre une main sous les deux pieds. Et là, soit on utilise 3 doigts comme ça, qu'on vient mettre au niveau du 3e œil, comme ça. Soit on pose carrément la main sur le front, c'est comme on veut. Là, je vais mettre mes 3 doigts. Et pareil. Et voilà. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est à la portée de tous. On limite beaucoup la capacité des bébés psychologiquement. On se dit mais non, il n'est pas capable, c'est pas encore formé au niveau de l'oreille, il peut pas entendre comme il faut, il peut capter juste... En fait, ils ont une possibilité de communiquer qui est bien plus supérieure que la nôtre. Et eux, ils sont pas limités par les sens. Ils ont une capacité de percevoir des choses qui est hallucinante. D'ailleurs, en aptonomie, on le voit. Quand on communique avec le bébé en touchant, etc. Si le papa il rentre, le bébé, paf, il sent tout de suite que c'est son papa, il se manifeste. Enfin, rien que par la pensée, la maman qui dit « bébé, reviens, monte vers mon cœur », bah, le bébé monte vers le cœur, parce que la maman l'a pensé. À nouveau, viens dans mon berceau, viens dans le bassin, viens en bas, paf, le bébé descend. Donc, le bébé, en réalité, il a des capacités énormes. Et j'ai presque envie de dire illimité, c'est du moins ce qu'il faut se mettre presque en tête. Parce que si on dit que c'est illimité, bah, du coup, on ne le freine pas dans son potentiel. Et on peut explorer tout ça. Donc, ne vous limitez pas, quoi, pendant quand vous vivez cette grossesse. Ne limitez pas votre bébé. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de mal à parler à leur ventre. Parce qu'elles imaginent le ventre et pas le bébé, si tu veux. Donc c'est évidemment, c'est comme si je parlais à mon bras, tu vois, pour ces femmes-là, c'est difficile. Mais ça s'entend aussi, c'est ok, bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il suffit de le dire au moins une fois au bébé. Dire, oh, je suis pas très à l'aise à parler comme ça, là. Ça me fait bizarre de parler. Mais je sais que tu es là, je t'aime énormément, on communique de 1000 façons différentes, mais j'ai un peu de mal à te parler. Donc ça, c'est ok. Mais comme ça, le bébé le sait, c'est acté. Au cours du 3e trimestre, l'ocytocine va se charger tranquillement de récepteurs à l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui va faire en sorte que quand la femme va arriver au bout de ses 10 lunes de gestation, elle va tranquillement s'en aller dans le vortex de la naissance puis enfanter son bébé. Pour sortir un bébé de notre ventre, à travers un petit trou comme ça prend du moteur. Ça prend un bon canon qui va pousser le bébé, qui va tirer le col. Donc, ça prend de l'ocytocine. Donc, au 3e trimestre, c'est tout bien pensé. Le bébé grossit, il prend de plus en plus de place, il vient s'appuyer sur le col, placer sa tête, fléchir sa tête un peu de temps en temps pour bien venir stimuler le col de sa mère. Elle a des chocs à son col, ça fait des contractions. Elle a de plus en plus de petits récepteurs, de plus en plus de contractions. Puis, ça va l'amener vers le vortex de la naissance. Mais pour bourgeonner de petits cœurs, de récepteurs d'ocytocine, la femme, elle a besoin d'avoir des situations de plaisir. Elle a besoin de se sentir aimée.
Donc, c'est le moment de faire des trucs qui font du bien à son cœur. C'est le moment d'avoir des sex dates, d'avoir des bons bains avec des pétales de rose si on a envie, d'aller voir un bon film avec des copines, de s'organiser un Blessing Way. Idéalement, se faire organiser un Blessing Way. Toutes les occasions qui vont faire que on va bourgeonner encore plus de petits cœurs. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des hormones qui compétitionne avec l'ocytocine, c'est l'adrénaline. Donc, si la femme, au cours de son 3e trimestre, mais tu sais, même pendant toute sa grossesse, on pourrait regarder ça d'un point de vue holistique de toute la grossesse, vit beaucoup de situations de stress, elle se dispute avec son partenaire, elle se chicane avec ses parents, qu'elle a des soucis dans sa vie qui lui font générer beaucoup d'adrénaline, elle va moins bien bourgeonner de petits cœurs d'ocytocine. Donc, peut-être qu'on va remarquer que cette femme-là, elle va entrer en travail un peu plus difficilement ou plus tard. Donc, elle va dépasser son terme parce qu'il y a quelque chose qui retient, qui est tendu, parce que c'est l'adrénaline. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin des femmes, les nourrir. Moi, je dis souvent aux partenaires, faut que ta femme, ça soit ta reine. Donc, au 3e trimestre, là, tu lui achètes des fleurs, tu lui masses les pieds, tu lui fais de la tisane, tu lui dis va te reposer, je vais faire le souper, tu t'occupes des enfants. Donc, puis si tu fais ça, là, elle va bien accoucher. Pour moi, c'est le meilleur travail qu'on va faire pendant la vie. On va participer dans la formation, dans la création d'un enfant. Pour moi, c'est le plus beau travail. Ça, c'est nous, bon, avec l'aide vraiment du père, ça c'est clair. Mais après, c'est nous, les mamans, qui ont fait ça. Et jamais je vois que ça s'est reconnu socialement, ni un peu partout. Quand j'ai dit, mais pour moi, je peux dire, toutes les choses que je fais professionnellement n'a aucune importance en comparaison avec ce que j'ai pu vivre, faire, expérimenter pendant toute la grossesse de mon enfant, pendant toute cette étape jusqu'à la naissance. Bon, et après, non, mais surtout dans ces moments-là, ça c'est vraiment une œuvre d'art qu'on est en train de participer. C'est intéressant pour moi en tant que sage-femme, ce dernier trimestre, parce que bien souvent, les mamans s'impatientent de la naissance, et c'est tant mieux, sinon on voudrait peut-être être enceinte des années. Il faut aussi qu'il y ait une fin, et autant le premier trimestre, il est un peu tumultueux avec ses hormones de grossesse pour s'adapter à la grossesse, pour être dans la grossesse, autant le 3e, il faut aussi en sortir et accepter qu'il y ait une autre transition qui arrive. Et c'est très bien. Simplement, il faut l'accueillir et en avoir conscience que ça remue un peu parce qu'effectivement, ça y est, on passe déjà à un autre chapitre, ça va passer. Et pareil pour le papa, c'est évident que là, du coup, il s'impatiente aussi, tout comme la maman, et qu'il va falloir répondre à toutes ces questions pour pas que ça monte en angoisse, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus pour la naissance. Donc, il faut poser les choses, avoir des personnes ressources et référentes pour essayer évidemment d'avoir des réponses à ces questions, de lire les merveilleux témoignages de naissance, évidemment. Ça, c'est trop beau. Un livre où il y a des témoignages de naissance, tu t'apaises, tu dis mais oui, évidemment. Évidemment, le corps est fait pour ça, mais je me prépare pour ça, sur tous les plans physiques, mental, tout est fait pour, c'est incroyable. Et ça fait du bien de lire les témoignages parce que là, tu te dis mais oui, le corps est super bien fait. Alors, je peux peut-être lâcher, là, effectivement, et puis faire confiance et avancer. Et puis, le papa, il faut qu'il soit considéré, c'est important, vraiment. La préparation à la naissance est beaucoup axée sur la femme, un peu moins le papa. Et du coup, c'est pas très juste. Donc, il faut essayer de mieux intégrer la triade, là, à ce moment-là. En sollicitant aussi la sage-femme, par exemple, au lieu de faire des consultations et des préparations de groupe à plusieurs, de dire, tiens, nous, on voudrait bien une séance où on n'est que tous les 3, papa, maman, bébé, avec la sage-femme. Ou de faire des choses et des pauses dans la vie, parce qu'on est entraîné
dans son quotidien, puis la grossesse est déjà terminée. Savoir poser aussi. Tiens, là, tout de suite maintenant, on va prendre du temps et on va partir au bord de la rivière, on va se poser, on va mettre les mains autour du ventre, on va sentir, on va fermer les yeux. Et puis on cristallise ce moment-là, on l'enregistre. Combien de fois j'ai vu des couples qui me disaient mais on n'a pas vu la grossesse passer. Et le terme c'est demain le terme. Je vais accoucher demain et j'ai pas vu ma grossesse et un petit sentiment de frustration parce que du coup mais peut-être que j'aurais dû faire quelque chose ou peut-être que c'est simple. Un moment, au moins un moment où on se pose et on le fait et ça vaut tout l'or du monde parce que ça va rester quoi, ça va rester. On se sent rassuré. Rassuré d'observer qu'un lien merveilleux peut se créer avec notre enfant depuis son cocon de création. Rassuré de savoir qu'il existe des outils, des clés et différents accompagnements pouvant nous soutenir pendant tout ce processus de vie. Pour être complètement honnête, on se sent aussi un petit peu inquiet. Inquiet de cet instant si sauvage, de cet acte transcendant à la fois redoutable et merveilleux. Et bien sûr, 1001 questions tournent en boucle dans nos esprits. Que se passe-t-il pendant la naissance d'un enfant ? Comment mettre toutes les chances de notre côté pour rendre ce moment le plus agréable possible ? D'abord, il faut se rappeler que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour enfanter son bébé et le placenta qui vient avec. La naissance, c'est un processus physiologique qui est normal, qui est intime, qui est sexuel et qui appartient à la famille. Et puis aussi, les bébés ont la force et la sagesse de naître. Donc, un bébé qui choisit de venir, de s'incarner, qui choisit de vivre, va trouver son chemin dans sa naissance. Et comme je disais plus tôt, il y a des bébés qui vont venir pour des courtes missions, qui auront un impact pour toute notre vie durant, mais qui ne vont pas s'incarner dans leur corps physique. Okay? Je parle ici des bébés qui vont décéder. Mais un bébé qui choisit de vivre va trouver son chemin pour naître. La naissance, c'est un processus qui est hyper simple. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. C'est phénoménal. C'est un miracle de donner la vie. Mais c'est no big deal. Sauf que dans nos sociétés, on a vraiment rendu ça comme un événement pathologique, potentiellement mortel. Puis les femmes ont grandi en ayant peur d'aller accoucher parce que ça fait donc bien mal, etc. Mais moi, dans mon monde à moi, dans ma dimension, les femmes enfantent, les bébés naissent, les placentas suivent, puis les femmes ont des accouchements extatiques. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ressentent pas de douleur, mais la douleur n'est pas négative, c'est une intensité transcendante qui t'amène à découvrir ton enfant. Le meilleur enfantement qui soit, c'est un enfantement dans la conscience de ses capacités, dans la conscience de ses valeurs essentielles. Donc ça nécessite une bonne discussion avec son partenaire pour vraiment être alignés ensemble. Et idéalement, on a cette discussion en préconception, mais sinon au moins au 3e trimestre, pour décider de c'est quoi l'enfantement qui nous correspond le mieux. Si c'est d'aller dans une maternité niveau 3 et puis que tout le monde est content, on y va. Mais si c'est de rester à la maison, on met en place tout ce qu'il faut pour le faire. Puis en général, quand les gens abordent la naissance comme ça, mais tout va bien parce que la naissance est un événement qui est fondamentalement normal. C'est inscrit dans nos cellules qu'on est capable d'enfanter nos bébés. La naissance, pour moi, je dis toujours que c'est une aventure incroyable, magique. Et magique dans le sens où on maîtrise vraiment pas tout, voire pas grand-chose. On est pris dans un tourbillon, on est pris dans une... C'est une aventure où on se jette corps et âme. Il y a une partie de nous, intrinsèquement, et depuis des millénaires, qui sait.
Mais notre mental, là, il se dit, oh là là, c'est vraiment l'aventure, on n'a pas de carte de route, là. À quelle heure j'accouche et combien de temps vont durer les contractions, et ça, on n'a pas. Et donc, du coup, il faut accueillir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre vie au quotidien. C'est le seul moment presque, j'ai envie de dire, où tu expérimentes aussi fort ce lâcher-prise. Tu gardes ta volonté, mais tu lâches prise. Tu fais confiance et tu avances. Tu fais confiance à ton enfant qui lui aussi sait cheminer. Il sait, d'ailleurs, il donne des coups de pied. Enfin, des coups de pied, c'est gentil. Il pousse avec ses pieds, si tu veux, pour sortir, parce qu'il lui aussi, il a envie. Donc, il y a tout un processus qui se fait qui est absolument incroyable. Mais ces sensations intenses de la naissance, elles peuvent être vécues très difficilement suivant les femmes. Le fait de ressentir des choses dans son corps, intense, et puis qui symbolise la naissance et l'arrivée d'un bébé. Tu peux te dire, oh là 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 là, peut-être que, oh là là, j'accouche là. Tu vois, une partie de toi qui dit ça. Du coup, les contractions, effectivement, elles sont peut-être pas si fortes que ça, mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans mon corps et puis je le maîtrise pas. Ouh là là, enfin tu vois, et il y a tout un réajustement à faire, ça prend du temps, ça prend quelques heures, et à un moment donné, il y a ce fameux lâcher prise. Il y a ce fameux, en fait, j'arrive pas à contrôler. On appelle ça une phase de désespoir. Non, mais en fait, je peux plus contrôler. Venez le chercher, faites quelque chose, je peux plus rien faire. C'est très bien, parce que ton mental, à un moment donné, effectivement, on n'a plus besoin de lui. Le corps, il sait faire et il va faire. Mais c'est vrai que si tu en as conscience en amont que finalement, ce processus-là, c'est fait pour lâcher ton mental, que finalement, le corps, il sait faire et qu'il pourrait aller beaucoup plus vite si on résistait pas, forcément, les naissances seraient certainement plus rapides. La sage-femme, je dis toujours que c'est la cerise sur le gâteau. La sage-femme, vous ne devez pas attendre qu'elle fasse tout pour vous, ça doit être la cerise sur le gâteau. Si elle peut vous apporter quelque chose, c'est bien. Mais vous devez avoir les clés pour la naissance. Vous devez avoir les connaissances et savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que la sage-femme, elle peut venir une fois par heure pendant 5 minutes. Alors que les couples qui viennent, surtout pour un premier bébé, ils s'attendent à ce que la sage-femme soit au chevet tout le temps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, c'est pas possible. Donc, de le savoir, de l'incarner et de se faire confiance, d'avancer et de dire « Ok, on travaille en équipe, vous me donnez votre avis, puis je vous donne le mien ». Vous m'avez, par exemple, bien souvent, on examine les femmes pendant l'accouchement, donc c'est mieux que ça soit fait le moins possible, mais quand c'est fait et qu'on dit vous êtes qu'à 3 cm de dilatation, madame, non, moi je sens que là c'est beaucoup plus fort que ça, non, moi là j'ai des contractions hyper intenses, non, et puis 5 minutes plus tard, elle accouche parce que le col s'est ouvert d'un coup, elle l'a ressenti. Et si elle se fait confiance, elle part pas les pédales et elle part pas dans une angoisse terrible parce que la sage-femme lui dit « Mais non, vous en avez encore pour 10 heures !» Non, si elle s'écoute, elle sent que ça arrive, que le bébé il arrive, qu'il appuie. On n'a pas le droit de vous prendre ce moment-là, la naissance. Non, la grossesse non plus. Donc, il faut vraiment être bien droit dans ses bottes. Se dire « Je suis enceinte, c'est moi qui suis enceinte, j'ai mon ventre, c'est mon bébé. Et là, j'accouche, c'est moi qui accouche. » Vous pouvez m'accompagner, je vous donne l'autorisation et l'honneur d'être là. Mais c'est moi qui accouche. Tu te rends compte, même si le personnel disait « Je suis honorée d'être là, vous me donnez une chance extraordinaire d'assister à la naissance de votre enfant. Merci. » Je réalise à quel point c'est incroyable de pouvoir être là. Ah, ça serait chouette là. On serait dans une autre dimension, mais ça va dans ce sens. J'espère, et je le veux aussi, que ça aille dans ce sens, qu'on réalise à quel point chacun doit avoir sa place. C'est pas toujours facile à prendre, mais on doit occuper sa place.
femmes qui choisissent d'enfanter leur bébé en famille chez elles sont hyper informées, elles ont toutes les connaissances qu'il faut, elles ont confiance en elles, elles sont supportées, elles sont en santé, elles le font dans des situations où c'est tout à fait responsable et légitime de faire les choix qu'elles font. Et si elles ont tel ou tel signe, elles savent que leur projet vient de tomber à l'eau, puis ils vont aller à l'hôpital, puis ils vont aller avoir une césarienne, ou ils vont aller avoir une induction, ou whatever. Mais les femmes ne sont pas dupes, puis elles ont celles qui avancent vers la maternité avec cette conviction qu'elles sont capables de mettre au monde leur enfant, elles font les choix judicieux pour le meilleur de leur famille. Dans nos pratiques, en tant que sage-femme, on nous apprend à faire l'accouchement et à poser le bébé sur le ventre de la maman. Parce que la maman, bien souvent, est en position gynécologique. Donc, si tu veux, on est assis face à elle, on attrape le bébé, on fait les manœuvres et on le pose sur le ventre de la maman. Et quelque part, on impose. On impose ça, si tu veux. Alors, déjà, d'une, le bébé peut sortir tout seul, normalement, et on n'a pas besoin de manipuler le bébé. Hein. Si on ne mettait pas nos mains, il sortirait quand même. Il sort, le bébé. On a juste besoin, normalement, de l'accompagner. Mais surtout, j'ai vu, du fait d'autoriser aussi les femmes à choisir leur position et à être libres, elles ne choisissent pas la position gynéco spontanément, déjà. Elles ne se mettent pas les jambes dans les étriers spontanément. Mais elles vont adopter une position différente et du coup, elles vont chercher à accueillir elles-mêmes leur bébé, bien souvent. Et j'ai déjà vu des femmes, par exemple, tu vois, qui étaient accroupies, on met un oreiller par terre et puis elles laissent le bébé, elles le regardent et après elles le prennent. Et il y en a d'autres qui veulent le prendre tout de suite puis après le regarder. Mais tu vois, du coup, on n'est pas toutes pareilles et pas tous pareils par rapport à cette première prise de contact. Et le fait que nous, on impose tout de suite à mettre le bébé sur le ventre, peut-être que c'est pas tout à fait juste. Donc c'est peut-être intéressant de voir, tiens, est-ce que moi je me sens mettre la main pour que le premier contact du bébé, ça soit ma main? Est-ce que moi je me sens de le faire? Oui ou non? Est-ce que si bébé arrive, je me sens de l'attraper moi-même? Oui ou non? Est-ce que je préférais, si je suis dans cette position, effectivement le mettre dans un coussin puis l'observer d'abord? Pourquoi pas? Est-ce que finalement c'est le papa? J'aimerais tellement que ce soit le papa. Moi je suis prise dans mes contractions, mais là je sens que j'ai envie que le papa il puisse s'approcher et prendre le bébé, l'accueillir. Parce que prendre le bébé c'est l'accueillir en fait, c'est mettre ses mains dessous, tu vois. Et finalement laisser à chacun la possibilité de prendre contact avec ce bébé à sa façon. Tu vois, sans qu'on impose quoi que ce soit. Il n'y a pas un scénario particulier que tu vois que tu pourrais appliquer à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, donc un scénario qu'on applique. Donc c'est pareil, même si tu vas dans l'extrême et que tu dis « mais non, en fait, il faudrait quelque chose de très cocon ». Mais non, à nouveau, on rentre dans quelque chose qui est stéréotypé. Donc en fait, non, c'est toujours en s'adaptant à la naissance, aux parents, au bébé. Et du coup, tu dois à chaque fois être suffisamment souple pour t'adapter et accueillir ce qui se passe. Quand moi j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai eu tellement de témoignages de femmes qui ont vécu, de couples qui ont vécu des naissances similaires, en tout cas dans le côté violent de cette arrivée au monde, que je pense que c'est pas un cas isolé. Et je pense réellement qu'aujourd'hui on a une vision de la naissance et de l'accouchement et de la grossesse qui à mon sens manque beaucoup justement de physiologie et d'écoute en fait du corps et de la femme et de ses ressentis et voilà, et que on s'en remet encore beaucoup à une autorité médicale et il y a des protocoles. Ouais, des protocoles, c'est ça. Et en fait, quand j'ai accouché, j'étais toujours en études de médecine et c'est vrai que tu me disais, mais tu sais, nous en fait, on apprend, c'est la prévention du risque, quoi. Ouais, voilà. C'est exactement ça en fait. C'est ça, s'il y a un risque on fait ci. Elle a tel poids, il y a un risque de diabète gestationnel, donc on fait tel protocole, elle a tel symptôme, donc mais c'est que du risque en fait, on s'adapte pas ni à la volonté, ni au ressenti des patients. Après, les équipes on s'adapte juste au risque. Il y a certaines équipes qui font au mieux, mais au final, quand on travaille, et surtout en CHU, on est contraint de respecter ces protocoles-là, même en termes de responsabilité personnelle, quoi. Donc, voilà, moi je pense que toutes les complications ont eu lieu à partir du moment où en fait on a décrété que si bébé venait pas à cette date-là,
c'est qu'il y a un problème. Alors que médicalement, en fait, il n'y avait aucun problème. À partir du moment où la sage-femme fait une écho, me dit il y a suffisamment de liquide, le bébé va bien, vous allez bien. Mais, et encore, moi j'ai forcé, j'ai attendu jusqu'à J+7 de mon terme, une semaine. On voulait me déclencher à J+2. Donc ce qui est énorme, J+7, voilà. Et ça se fait pas normalement. Déjà J+5 c'est énorme. Mais il y a toujours ce truc de se dire, si j'avais entendu 3 jours de plus, est-ce que les choses se seraient... Voilà. Après, on essaie de sortir de ces hypothèses. Ophélie, de ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle se laissait traverser par la force de vie. Donc quand elle a accouché, elle m'a expliqué qu'elle n'a pas vraiment poussé. Donc elle se laissait juste traverser par cette énergie de vie. On peut appeler ça l'énergie de vie. Et que c'est vrai que j'entends souvent en maternité où les médecins disent pousser, pousser, pousser. Et en fait, pousser, pour moi, ce serait un peu pousser l'enfant à naître. Et peut-être que c'est pas juste, en fait. Juste de lui laisser le temps de venir. Qu'il a besoin de prendre son temps. Il a peut-être besoin de 4-5 heures pour arriver. Et c'est OK, quoi. En maternité, souvent, on a tendance à... Après, si le bébé n'est pas sorti après 5 heures, on déclenche, quoi. On dit, voilà, on va faire une césarienne et tout. Et en fait, pour moi, c'est pas juste. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Après, ça va faire des enfants qui ont été poussés à venir trop vite. Et donc, probablement que ça va avoir un gros impact sur leur vie future. Alors, il y a une grande chose qui est importante depuis bien longtemps maintenant. On a perpétué cette attente que d'avoir un bébé, l'accouchement, c'est douloureux. Alors, il y a plus de 20 ans, j'avais vraiment la joie d'annoncer au couple et depuis aux professionnels que ça, c'est pas une évidence. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une naissance douloureuse. Ce qui fait que les mamans arrivent à avoir des douleurs, parce que ça existe évidemment, c'est la peur. Quand la maman elle a peur, parce qu'elle a entendu toutes ces histoires, c'est atroce, c'est horrible, j'ai hurlé, toutes ces choses-là, elle se crispe, elle sécrète l'adrénaline de peur, et les énergies vont quitter tout le viscéral et aller dans les jambes et les mains pour s'enfuir, pour lutter. Et si elle ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est figer. Le corps se fige. Et alors, une fois que la naissance commence, ce qu'on appelle les contractions, nous, en hypnonaissance, on a changé cette appellation parce que si on parle de quelque chose qui contracte, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? C'est de se contracter. Alors, qu'est-ce qu'on veut pendant la naissance? C'est de s'ouvrir. Se relâcher, s'ouvrir complètement dans les détentes et laisser le corps faire ce que lui sait faire. Il faut fiche la paix à la femme quand elle accouche. Chaque femme est différente. Il y a des femmes qui vont accoucher dans l'eau, pour elles c'est merveilleux, et d'autres elles vont accoucher accroupies, enfin bref. Mais l'idée, c'est que la femme apprenne à se laisser guider par son instinct profond pour faire ce qui est juste. Et quand elle va dans cette dynamique, elle peut pleurer si elle est triste, crier si elle a mal, enfin qu'elle peut être vivante, eh ben, elle va être guidée pour que les hormones soient produites au bon moment, et elle va vivre la naissance comme un moment merveilleux. Et c'est ça l'idée. Dès qu'on laisse quelqu'un interférer, ah non, tu pleures pas, ah non, tu cries pas, ah non, tu t'assieds là ou pas là, ah non, tu te couches, eh ben on entre dans la souffrance. Parce que la souffrance vient toujours d'obéir à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. N'est-ce pas? Le corps humain a été programmé pour ne pas souffrir. Mais pour qu'on ne souffre pas, il faut être libre. Regardez un enfant, il se coince dans la porte, il a mal, mais il ne dit pas, il faut lui faire une radiographie. Non, il a mal, la douleur crée une émotion, par exemple il est en colère, et il lâche l'émotion, et 30 secondes après il n'a plus mal. Donc normalement la douleur ne devrait pas rester. Si une femme commence à avoir mal, si elle lâche l'émotion, elle laisse sortir l'émotion de son corps, la douleur s'en va, elle sécrète des endorphines. Parce que notre corps sait fabriquer tout ce dont il a besoin, mais pour ça il faut pouvoir être libre. Par exemple quand on rit, quand on rit on sécrète des endorphines. Donc il y a des femmes qui naissent en riant. Elles se tordent les côtes de rire, et en riant elles fabriquent leurs endorphines, et elles n'ont pas mal.
Alors qu'aujourd'hui, comme on ne laisse pas les gens ni rire, ni pleurer, ni rien, qu'est-ce qu'on fait? Ils souffrent, on leur fait une péridurale, et le bébé naît complètement dans le brouillard. Donc la clé, c'est de faire confiance au corps, que si on fait avec lui, il va nous guider. Et si on laisse circuler les énergies, eh bien une femme, elle va être guidée du dedans pour faire ce qu'il faut. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait personne, mais ça veut dire que ceux qui sont là, ils ne doivent pas intervenir. Ils doivent être en soutien. C'est ça le concept. Et c'est ce que font les bonnes sages-femmes. Les bonnes doulas, justement, c'est qu'elles sont là en soutien. Mais elles ne disent pas, tu fais ci, tu fais ça, tu respires comme ça. Parce que ça, c'est des systèmes à l'ancienne. D'imposer quelque chose à l'autre, sous prétexte qu'on sait mieux que lui. La clé, c'est que le corps a une sagesse colossale. Et que quand on fait avec lui, il nous guide pour que tout soit merveilleux. Que ça soit merveilleux de faire un enfant, c'est la même chose d'ailleurs. C'est que ça soit bon de le concevoir, que ça soit bon de le suivre, et que ça soit, que la naissance soit un moment magique. Il y a quelque chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que les bébés ont aussi leur chemin de vie. Et ils choisissent aussi leur naissance. Il y a des bébés qui ont envie d'arriver très très vite et de surprendre leurs parents. Ça m'est arrivé récemment, là, il y a une maman qui m'appelait et me dit « Ça y est Aurélie, j'ai accouché, mais je suis la première surprise, mais j'ai accouché dans le camion des pompiers. » Ben oui, et là, la lumière n'était pas tamisée, c'était dans le camion, j'imagine les pompiers qui font des allers-retours, ça va madame, etc. Mais en même temps, c'était l'expérience de vie de l'enfant. Il avait envie aussi, probablement, de naître comme ça, rapidement, tu vois. Je pense qu'on se limite aussi mentalement à croire que tous les bébés veulent naître comme ça, ou il faut leur apporter ça, que toutes les mamans, elles devraient avoir ça, on devrait leur apporter ça, et les papas, etc. Ben non, pas du tout. Il y a des bébés qui choisissent peut-être une naissance hyper rapide, d'autres très très longues, d'autres qui veulent surprendre. Et ça m'est déjà arrivé qu'une maman accouche parce que le papa est sorti prendre un sandwich, acheter un sandwich, et puis paf, le bébé arrive. Est-ce que c'est maman qui avait besoin d'être seule pour donner naissance? Est-ce que c'est le bébé qui a choisi? À la limite, c'est pas très grave de savoir pourquoi, ni quand, ni comment, mais en fait, en réalité, voilà, les naissances sont toutes uniques. Donc c'est pour ça que chaque schéma n'est pas forcément bon à appliquer à tout le monde. C'est souplesse, 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 adaptation et croire en soi et pour vivre ce qu'on a besoin de vivre. Et c'est déculpabilisant aussi. Parce qu'on se dit, bah oui, peut-être que mon bébé, il a choisi aussi sa naissance. Et que si j'ai eu une césarienne, et même si moi je voulais pas, eh ben, il m'a appris une grande leçon, là, mon bébé, parce que ma première leçon de maman, c'est-à-dire que là, je vais pas pouvoir maîtriser aussi non plus ce que lui, il a à vivre. L'accompagnement et le vécu du papa se passent pas exactement de la même façon, suivant ce que tu lui proposes et suivant le lieu. Si tu es à domicile, il est chez lui. Donc du coup, bah, il va faire une petite salade de fruits, il va faire couler un café pour la sage-femme, il fait couler l'eau du bain, enfin tu vois, il est à l'aise. Donc au niveau du lieu, il est très à l'aise. Mais si tu accouches en structure, les papas, tu les vois, ils arrivent dans la salle d'accouchement, ils voient le lit pour la maman et ils voient le fauteuil pour le papa. Ils se disent, bon, ça doit être pour moi, là, c'est sûr, c'est pour moi. Et puis on n'ose pas toucher les meubles, on a l'impression que tout est stérile, on a l'impression que si on touche une machine, ça va se débrancher, ça va sonner, ça va... Donc on n'ose pas, mais en fait pas du tout. En fait c'est comme si tu louais la salle d'accouchement, elle est à toi. Donc en fait t'arrives, tu peux jouer avec la lumière, la tamiser, mettre des draps par terre, des coussins, des ballons. En fait tu peux occuper l'espace, c'est à toi le temps de la naissance. Et si tu autorises le papa à prendre possession du lieu, et qu'il s'autorise aussi à le faire, il enlève ses chaussures, il se met pieds nus, il met des draps, il met les coussins, limite, tu vois, il s'installe, il est chez lui. Mais c'est cool aussi pour la maman qui sent que le papa est à l'aise et que bah, du coup elle peut se détendre et puis elle se rend compte que bah, il lui a aménagé plein de coins différents dans plein d'endroits de la pièce, puis elle est libre, elle se sent libre, elle se sent en sécurité, elle se sent coucounée. Ne pensez pas que la salle est fermée à clé parce qu'on a l'impression qu'il faut rester dans la salle d'accouchement. Une fois qu'on y est, on se dit bah faut pas quitter le lit, faut pas quitter la chaise, faut pas quitter la salle. Pas du tout, en fait tu peux sortir, tu peux aller dans les couloirs, tu peux te balader, remonter dans ta chambre. Il y en a qui sortent dehors aussi, faire un petit tour, tu vois, qui reviennent. Enfin, en fait, on est libre. On se met des fois des menottes tout seul, quoi, tu vois. On a un monito bah, avec des fils et le tensiomètre. Bah, ding dong, est-ce que vous pouvez venir me l'enlever? Parce que là, je veux sortir, je veux prendre l'air, quoi. Et il faut s'autoriser ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un processus d'infantilisation
déjà dès la grossesse, si tu veux, qui fait que les parents, la maman se sentent, ont cette espèce de pouvoir qui est le leur. Ils s'en dépossèdent eux-mêmes et c'est un petit peu aidé par le médical en face, si tu veux. Les institutions, les protocoles, des choses comme ça. On t'enlève tes capacités, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'on te fait croire. Mais en réalité, ton potentiel est aussi énorme que le bébé. On parlait du potentiel du bébé, mais en réalité, vous avez un potentiel énorme. Maman, papa et bébé. Le mot ocytocine, de sa racine, veut dire accouchement rapide. Donc, à la base, quand la femme bourgeonne d'ocytocine et puis elle embrasse vraiment ses sensations, ce qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'elle va avoir été toute bien ouverte, toute bien dilatée ou fragmentée, son bébé va naître assez rapidement. Si la femme attrape elle-même son bébé, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'elle va le déposer par terre. D'abord, la femme va être en position à genoux, probablement, ou à quatre pattes. Donc, elle va l'attraper, elle va le déposer par terre et elle va vivre son retour. Et puis, elle va tranquillement réintégrer sa nouvelle réalité que, oh, OK, là, il est sorti de moi. Et puis, on va voir l'étape du retour. Puis, ça peut prendre que quelques secondes, mais ça peut parfois prendre jusqu'à 1 minute, 2 minutes ou quelques minutes. Et donc là, elle va aller à la rencontre de son bébé, une fois que son retour est fait. Et il va y avoir l'étape de la connaissance. Et jamais dans sa vie, elle va avoir été aussi pleine d'ocytocine, de cette hormone de l'amour qui va faire qu'elle va tomber en amour avec son bébé, elle va retomber en amour avec son partenaire, lui il va tomber en amour avec le bébé, il va retomber en amour avec sa femme, la famille est en train de naître. Et si en tant que professionnel de la naissance, on s'approprie l'arrivée du bébé en s'installant à la vulve de la femme, prête à attraper le bébé, qu'on attrape le bébé et puis qu'on le met sur le ventre de la mère ou qu'on tient le bébé jusqu'à temps qu'elle vienne le chercher. Une des premières personnes qu'elle va voir, alors qu'elle est toute pleine d'ocytocine comme ça, ben c'est le médecin ou c'est la sage-femme. Alors, no wonder pourquoi il y a tant de femmes qui disent « Oh, j'aurais pas pu accoucher sans ma sage-femme, j'aurais pas pu accoucher sans mon médecin. » C'est que inconsciemment, c'est comme si la sage-femme ou le médecin avait volé l'ocytocine du bébé. C'est quand même important d'en prendre conscience. Donc, quand on prend conscience de ça en tant que sage-femme, médecin ou doula qui porte l'espace des naissances, c'est important à ce moment-là du retour de la connaissance, si bébé va bien, que maman va bien, de reculer, se mettre en dehors du champ de vision de la femme et laisser la famille faire sa connaissance. Puis, peu de temps après, la femme, peut-être 5-10 minutes après, va avoir une première contraction qui va lui rappeler « Ah oui, c'est vrai, il reste le placenta. » Donc, ça va être l'étape de l'achèvement qui commence. Et puis, après 1, 2, 3, parfois 4, parfois 5 contractions, le placenta va naître. Parce que les femmes, quand elles perdent leur pouvoir, qu'elles se font médicaliser, qu'elles se font voler leur enfantement, qu'elles se font accoucher par le paradigme médical, par des interventions qui souvent sont pas justifiées, malheureusement. Parfois, il y en a qui sont justifiées, mais il y en a trop souvent où c'est pas justifié. Ces femmes-là, elles ont des tissages de leur accouchement qui sont difficiles, qui sont traumatiques et qui vont avoir un impact forcément sur la relation qu'elles ont avec leur enfant. Et que ce soit conscient ou inconscient, ça va avoir un impact. Et c'est ça l'écologie de la naissance. Donc comment, dès la préconception, on va optimiser toutes les circonstances, toute la conscience pour que on ait une belle conception, une belle grossesse, un enfantement optimal pour qu'après, on soit dans un jardinage parental absolument fantastique, bien aligné avec les astres et les étoiles et où on va espérer une belle récolte des futurs humains de demain. Donner la vie, c'est faire grandir le futur en soi. C'est préparer l'avenir et accompagner demain. Donner la vie, c'est aussi incarner le présent et accueillir ce qui est. C'est prendre soin de soi tout en prenant soin des autres. C'est s'adapter et se réinventer chaque jour. Toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont aidés à construire cette confiance, cette force quant à notre capacité à y parvenir afin que, demain,
nous puissions à notre tour agrandir notre famille d'une nouvelle étoile. Alors, merci. Et il y a un côté sacré, il y a un côté tout juste magique et magnifique. Je pense que si tu gardes ça en tête, tu peux t'adapter à beaucoup de choses. Donc les 9 mois de préconceptionnel, les 9 mois de grossesse, puis les 9 mois après, en fait, ça va conditionner toute notre vie. À prendre soin de soi, à prendre soin de son histoire, à prendre soin de son lien, sa connexion à plus grand, et de vivre tout ça en toute présence, en toute simplicité, et de vivre toutes les dimensions de soi. Oui, accoucher, c'est magnifique. C'est un orgasme, c'est faire l'amour avec la vie. Pendant toute la gestation, il a fait quelque chose de magnifique. Il avait une chef d'œuvre. Pourquoi il va nous laisser à la naissance, quand le bébé naît, il va nous laisser tout seul? Non, non, elle va continuer. La mère nature, elle est avec nous. Il faut vraiment réaliser que c'est un cadeau quand même de pouvoir le faire aussi. Mon corps est incroyable et je suis en train de porter la vie. Mais c'est dingue! C'est perché, hein, non? Mais c'est vrai, c'est vrai.